Les conseils communaux, c'est vraiment le cœur de la vie locale. Mais soyons honnêtes, qui y assiste? Pas grand monde, en général. Exactement. Les séances ont lieu le soir, ça peut durer des heures, c'est un vrai engagement. C'est clair. Alors, on s'est posé la question, et si on pouvait suivre tout ça, confortablement depuis son canapé? En direct ou même en différé. Voilà, c'est notre sujet aujourd'hui, la diffusion en ligne des conseils communaux en Belgique francophone. C'est une pratique qui a pris de l'ampleur, mais on va voir que ça cache des réalités très très différentes. Oui, tout à fait. Et pour creuser ce sujet, on s'est plongé dans des analyses assez poussées. Celle du CRISP, notamment, mais aussi de Brulocalis, qui est l'Association des communes bruxelloises. Et des textes de loi, des exemples concrets aussi. Exactement. Le but, c'est de comprendre les vrais enjeux. Est-ce que c'est une avancée démocratique majeure, plus de transparence, ou est-ce que, au fond, c'est un gadget un peu coûteux? Un gadget avec un impact limité et peut-être même des risques. Voilà, c'est toute la question. On sent bien la tension. D'un côté, une promesse d'ouverture, de modernité. Et de l'autre, des freins bien réels. Et tout ça, ça part d'une idée qui paradoxalement n'est pas neuve du tout. C'est ça qui est assez fou, en fait. Ce principe de rendre les débats publics, c'est une idée très ancienne. C'est même inscrit noir sur blanc dans la Constitution belge. Article 162. Ce n'est pas une lubie technologique du XXIe siècle, loin de là. C'est l'application d'un droit fondamental. On pense streaming, on pense nouvelles technologies. Mais en fait, le droit de savoir ce qui se passe au Conseil, c'est une idée qui a plus de 150 ans. La vidéo, c'est juste l'extension logique de ce principe. C'est un outil moderne pour une vieille idée, en somme. C'est exactement ça. D'ailleurs, le Conseil d'État était très clair là-dessus. Interdire une caméra aujourd'hui, ce serait comme interdire la prise de notes au 19e siècle. Ça n'a pas de sens. D'accord. Mais alors, si le principe est si ancien et si clair, pourquoi est-ce que toutes les communes ne le font pas? Si je comprends bien nos sources, il n'y a aucune loi qui les y oblige. C'est le cœur du problème. Aucune loi régionale ne l'impose. C'est laissé à la discrétion de chaque commune. Dans son règlement d'ordre intérieur. Voilà, c'est là que ça se décide. Mais, et c'est le point clé, s'il n'y a rien d'écrit dans ce règlement, Alors c'est la liberté qui prime. c'est ça, le principe de liberté s'applique. Ça veut dire que moi, citoyenne, je peux arriver avec mon smartphone et diffuser en direct sur Facebook. C'est un peu le Far West, non? En théorie, oui. Le ministre wallon des pouvoirs locaux l'a même confirmé. Une commune ne peut pas interdire à quelqu'un de filmer. Ah oui. Oui, ce serait une entrave à la liberté d'expression. Donc, soit la commune l'organise elle-même, de manière propre et qualitative, soit elle prend le risque que d'autres le fassent. Hmm. Avec une moins bonne qualité et sans aucun contrôle, je vois. Et dans ce contexte un peu flou, il y a eu un accélérateur incroyable. Le Covid-19. Le Covid. C'est fou, mais une crise sanitaire a forcé une sorte de mise à jour démocratique. C'est une des ironies de l'histoire. Complètement. Du jour au lendemain, il a fallu trouver des solutions. À Bruxelles, par exemple, la loi a été changée en urgence. Et en cas de force majeure, la retransmission est devenue obligatoire. Obligatoire, ouais. Oui, obligatoire. Ça a forcé des dizaines de communes à s'y mettre. On a vu Vavre, Tournai, Charleroi qui publie systématiquement toutes les vidéos. YouTube et Facebook sont devenus des extensions de la salle du conseil, quoi. On pourrait croire que ça s'est généralisé, mais en fait, pas du tout. Les sources parlent d'une énorme inégalité. Et là, les chiffres sont brutaux. En Wallonie, on estime que c'est seulement 10 à 20% des communes qui diffusent. C'est très très peu. C'est minuscule. À Bruxelles, c'est mieux, on est autour de 50%. Mais le conseil là, ce sont surtout les grandes villes qui le font. Ce qui crée une vraie fracture. Une fracture démocratique, oui. Si on habite une grande ville, on a accès à l'info. Si on habite une petite commune rurale, c'est beaucoup moins probable. C'est ce paradoxe, le pouvoir le plus proche du citoyen reste pour beaucoup le plus opaque. C'est un paradoxe frappant. Justement, explorons cette promesse. Sur le papier, un outil comme ça coche toutes les cases, non? Inclusion, transparence. Ah bah oui. Le CRISP parle même d'un outil potentiellement important pour restaurer l'attachement des citoyens à la démocratie. C'est fort comme affirmation. Très fort. Et il y a de très bons arguments. Le premier, c'est l'inclusion, évidemment. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Exactement. Les parents avec de jeunes enfants, les personnes à mobilité réduite, celles qui travaillent tard. Pour elles, ce n'est pas du confort, c'est la seule façon de suivre. Et puis, on passe d'un compte-rendu écrit, parfois un peu sec. À l'intégralité des débats. On entend le ton, les hésitations. C'est un outil de pédagogie politique qui est exceptionnel.
Et j'imagine que pour les élus, savoir qu'on est filmé, ça change tout. Ça doit pousser à plus de responsabilités. C'est l'un des effets attendus, oui. On prépare mieux ses interventions, on est peut-être plus respectueux. Le citoyen peut vérifier par lui-même, aller au doigt de la petite phrase sortie de son contexte. Et il y a l'aspect archive aussi. Crucial. Pouvoir revenir 6 mois en arrière pour vérifier ce qu'un échevin avait promis sur un dossier, c'est un outil de contrôle citoyen sur le long terme qui est extrêmement puissant. Donc on a des arguments très très forts. Une vraie promesse. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, quand on creuse dans les sources, il y a un mais de taille. Oui, le grand mais, c'est que quand on cherche des preuves concrètes de cet impact, On trouve pas grand-chose. on se heurte à un mur. C'est simple, il n'y a quasiment rien. Pas d'étude d'impact, on ne sait pas qui regarde. Vraiment. Vraiment. Est-ce que ce sont quelques dizaines de militants déjà surinformés Mm. ou des centaines de citoyens lambda? Est-ce que ça pousse les gens à s'impliquer davantage? Personne ne sait. C'est le grand angle mort de ce débat. Ce qui veut dire que tous ces beaux arguments sur la démocratie, la confiance, ça reste des hypothèses. Pour l'instant, oui. C'est un outil au potentiel immense, mais dont l'efficacité réelle reste un grand point d'interrogation. Et j'imagine que ce n'est pas seulement le manque de données qui explique que si peu de communes s'y mettent. Le premier obstacle qui vient à l'esprit, c'est l'argent. C'est le premier argument brandi, et il est réel. Notez-les, le média local a facturé 15 000 € par an à la commune de Brugelette. 15 000 € par an. Et si une commune veut acheter son propre matériel pro, avec plusieurs caméras, des micros intégrés, ça peut vite dépasser 20 000 €. C'est un budget colossal pour une petite commune. Ça veut dire que la transparence numérique est réservée aux riches. C'est le piège. Mais les sources montrent que non, ce n'est pas binaire. Il y a tout un spectre de solutions. Du très cher ou très basique. Voilà. À l'extrême, il y a l'option low cost, un bon smartphone sur un trépied, un micro externe et hop, sur Facebook. Ça coûte moins de 1 000 €. Mais est-ce que ça sert vraiment la démocratie si la qualité est mauvaise? C'est la vraie question. Un expert le dit très bien. Un mauvais son est pire qu'une mauvaise image. Si on ne comprend rien, ça ne sert à rien. Ça peut même être contre-productif. Et entre les deux extrêmes? Il y a une solution intermédiaire, entre 1 000 et 5 000 €. On investit dans une bonne caméra, mais surtout, Dans les bons micros. exactement, le son, c'est la clé. C'est souvent le meilleur compromis. Mais il n'y a pas que le coût. Il y a la connexion Internet dans les zones rurales, et puis il y a le casse-tête. Du RGPD, le fameux règlement sur la protection des données. Le voilà. Filmer et diffuser des heures de débat, ça veut dire traiter énormément de données personnelles. Comment on gère ça? Pour les élus, j'imagine que c'est simple, ils sont publics. Oui, pour les élus, pas de souci, ils ne peuvent pas s'y opposer. Mais c'est plus complexe pour le personnel communal ou les citoyens dans le public. On ne peut pas filmer leur visage en gros plan, j'imagine. C'est ça. La recommandation, c'est d'informer les gens avec des panneaux et de privilégier des plans larges. Éviter les gros plans sur le public. Et il y a un autre risque, plus politique celui-là. C'est le risque d'instrumentalisation. Le fameux clip choc. La hantise de beaucoup d'élus. Un conseiller qui somnole après 3 heures de débat, l'opposition en fait un gif qui devient viral. Et tout le débat de fond est oublié. Précisément. Le risque est bien réel. Et la meilleure parade, selon les experts, c'est justement la transparence radicale. C'est-à-dire? Diffuser l'intégralité, sans montage, et tout archiver. Comme ça, n'importe qui peut revenir à la source, vérifier le contexte, et voir que le fameux scoop a eu lieu à 23h30 après 4 heures de débat technique. Ça remet les choses en perspective. On voit que les obstacles techniques et financiers, ils peuvent être surmontés. Mais les sources pointent vers un frein plus profond, la résistance culturelle. C'est le frein le plus puissant. Derrière les arguments sur le coût ou le RGPD se cache souvent une peur. La peur d'être critiqué. La peur de la critique, et la peur d'exposer les désaccords au sein de sa propre majorité, la peur de donner des armes à l'opposition. C'est un changement de paradigme énorme. Passer d'une culture du huis clos à une culture de la transparence totale. Et c'est cette résistance culturelle qui fait que beaucoup de communes freinent encore des quatre fers. Même quand les solutions existent, oui. C'est ça le nœud du problème. Alors où est-ce qu'on va avec tout ça, hein? Les sources dessinent un peu 3 avenirs possibles. Le premier scénario, c'est le plus pessimiste. Le statu quo. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Le streaming reste un truc de grande ville et on se retrouve avec une démocratie à 2 vitesses, où la fracture numérique devient une vraie fracture démocratique. Pas très réjouissant. Le deuxième scénario, c'est l'opposé, l'optimiste. C'est le scénario de la normalisation. La technologie devient moins chère,
Une nouvelle génération d'élus plus numériques arrive, la demande citoyenne augmente, et petit à petit, en 5 ou 10 ans, ça devient la norme. Une évidence. Et il y a une troisième voie entre les deux? L'intervention politique. C'est le scénario de l'obligation légale. Les régions wallonnes et bruxelloises décident d'intervenir et de rendre la diffusion obligatoire. Comme en France pour les grandes villes? Exactement. Mais attention, une telle obligation ne peut fonctionner que si elle est accompagnée d'un vrai soutien. Financier et technique. Indispensable. Pour aider les plus petites communes à franchir le pas sans que ça ne leur coûte une fortune. Et pour que ça marche, quel que soit le scénario, il y a des clés du succès. Oui, plusieurs. Il faut un leadership politique fort, des élus qui y croient, il faut des solutions techniques adaptées, pas un modèle unique, un cadre légal plus clair sur le RGPD, et des approches collaboratives. Comme le modèle de nos télés, qui mutualise les coûts. C'est un excellent exemple. L'enjeu, au fond, ce n'est pas juste d'installer des caméras, c'est d'accompagner un profond changement de culture politique. En résumé, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est un outil au potentiel démocratique immense qui promet plus de transparence. Mais qui est freiné par l'argent, la technique, et surtout une culture politique un peu frileuse. Et cette absence de données sur son impact réel, ça laisse la question de son efficacité grande ouverte? C'est exactement ça. Et toutes ces analyses, elles nous laissent avec une question finale. Une question qui n'est pas technique, mais profondément politique. Quelle démocratie locale voulons-nous pour le 21e siècle? Voilà. Est-ce qu'on s'accroche à un modèle du 19e siècle, où seule la présence physique compte? Ou est-ce qu'on embrasse enfin une démocratie hybride, où l'accès numérique devient la norme, et non plus l'exception? Ce débat sur le streaming, en fait, c'est un test. Il nous force à nous demander si la transparence est une valeur qu'on se contente de célébrer dans les discours, ou si c'est une pratique qu'on accepte de vivre au quotidien, avec tout ce que ça implique.